Donc, moi, je me présente. En effet, je suis ergothérapeute de formation et je travaille comme spécialiste en basse vision depuis 40 ans dans une institution, dans une école, en fait, pour enfants déficients visuels. Mais j'ai eu quand même, pendant 10 années, la possibilité de travailler avec des adultes et des personnes âgées dans un centre de rééducation fonctionnelle. Mais aujourd'hui, donc, je vais surtout vous parler de mon expérience avec les enfants et le braille comme une aide à la lecture pour les enfants déficients visuels, les enfants et les adultes déficients visuels. Alors, Avec la souris, normalement, ça fonctionne. ouais. Je remonte et là, je descends. Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du braille, donc du braille numérique aussi, parce que ça, c'est quand même une grande révolution pour nous. Alors, dans notre école, en effet, on a beaucoup développé tout ce qui était pré-braille. Je vais vous en toucher un petit mot et je vais vous expliquer les outils et les aides à la lecture que nous utilisons pour nos enfants. Voilà, en l'illustrant par des cas cliniques. Alors, c'est le mystère de passer la diapo suivante. Ah voilà. Et comment est-ce qu'on remonte? Donc, le braille, ceci est un petit rappel. Hein. Donc, le braille, c'est un alphabet tactile qui se compose de 6 points. Donc, où les 10 premiers points sont composés avec le point 1, 2, 4 et 5. Les 10 lettres suivantes, on ajoute le point plus 3. Les 10 suivantes, on ajoute le point 3 et 5. Les chiffres sont précédés du point 6, donc quand on écrit un chiffre, on fait le point 6 et puis la lettre A, et la majuscule est précédée des points 4 et 6. Non, dans l'autre sens. Donc le braille, c'est très très intéressant, mais ça donne accès en effet à la lecture, à l'écriture et à l'orthographe. C'est donc bien pour ça que on insiste chez nous pour l'apprentissage du braille, parce que le vocal, ça aide très très fort au niveau de la lecture, mais ça ne peut pas donner de l'orthographe, et l'orthographe est quand même tout à fait nécessaire. Et ça permet aussi accès aux loisirs, à la culture, à l'autonomie. Donc ça donne quand même une très très grande ouverture dans le quotidien des personnes déficientes visuelles. Quand on lit en braille, c'est vrai qu'on a une lecture plus lente que quand on lit en voyant. Donc, on a trouvé des études, en effet, qui montraient qu'un bon brailliste, donc qui lisait avec ses 2 mains, ses 2 index, arrivait à une lecture de 120 mots par minute. Donc, qu'est-ce que la lecture en braille? Donc, oui, en fait, l'apprentissage du braille est très séquentiel, et donc on apprend d'abord le braille par les lettres. Donc chez nous, dans la classe maternelle, tous les petits-enfants apprennent les lettres une par une, et ils arrivent à connaître toutes les lettres de manière très séquentielle. Mais c'est vrai que l'important, c'est quand même de donner une convention à l'écrit, parce que tout le monde ne lit pas de gauche à droite, tout le monde ne lit pas de haut en bas. Ils ne savent pas toujours ce que c'est qu'une ponctuation et une majuscule. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit leur apprendre et qui sont importants. Voilà, donc on essaie fort de parler de la conscience de l'écrit. La conscience de l'écrit, pour nous, c'est d'essayer de mettre le plus souvent possible du braille dans leur quotidien. Que ce soit sur le porte-manteau, que ce soit sur la table sur laquelle il laisse, que ce soit, on ne va pas le faire jusqu'à le mettre dans son assiette, mais pourquoi pas sur son verre, voilà, pour essayer vraiment de mettre des mots sur les objets que les enfants arrivent à toucher. Donc le braille qui s'apprend de manière très séquentielle, il faut aussi apprendre après à écrire un mot, à lire un mot, à écrire une phrase et à lire une phrase. Donc tout ça, ce sont des étapes qui sont indispensables pour l'apprentissage de la lecture en braille. Donc la lecture en braille demande en effet, mais comme on l'a dit dans la lecture en noir, hein, ça demande quand même beaucoup de concentration, ça demande beaucoup de mémorisation, ça demande de l'attention et de la discrimination tactile. Voilà, il faut savoir que le braille se lit principalement avec les index. Donc le mieux est de lire en braille avec les 2 mains, parce que la main gauche va pouvoir
repérer le passage à la ligne. C'est un peu comme la saccade dont Marie-Odile vous a parlé, mais ça se fait de manière tout à fait manuelle. Alors, la révolution, pour nous, ça a été bien sûr le braille numérique. Donc, le braille numérique est plus facile parce qu'en effet, il est représenté par 8 points. C'est plus facile pour l'écriture des chiffres et des majuscules, par exemple. Le toucher tactile est plus confortable. Ça, c'est vraiment d'expérience que les déficients visuels nous disent qu'ils trouvent ça relativement confortable par rapport au braille papier. Ça diminue quand même l'encombrement, donc, parce qu'il faut savoir que le braille prend quand même énormément de place, et donc c'est quand même plus facile de stocker dans son ordinateur que de stocker en papier. Il libère le bruit des machines mécaniques, parce que les machines Perkins, les vieilles machines Perkins, dans les classes braille, ça fait beaucoup de bruit, et parfois c'est pas facile de garder sa concentration, de garder une bonne mémorisation quand il y a du bruit tout autour de vous. Et d'autre part, le braille numérique est beaucoup plus communicatif avec le monde des voyants parce qu'il peut s'imprimer soit en noir pour la personne voyante, mais il peut aussi être embossé en braille. Donc, pour imprimer en braille, on parle de embosser. Les limites du braille numérique, donc comme l'a soulevé Martine aussi tout à l'heure, c'est la formation des patients ou des élèves, mais aussi des enseignants et des personnes qui entourent les patients déficients visuels. Donc, il faut des formations très particulières et voilà, ce n'est pas si facile à former tout le personnel qui les entoure. Et l'adaptation et la transcription restent quand même importantes, même avec du braille numérique. Donc, à qui proposer le braille? Donc là, je pense que ce soir, on en a déjà bien parlé. Donc, en effet, nous avons des jeunes avec une cécité congénitale, donc où là, l'appui est systématique sur les autres sens. Mais pour ceux qui ont un potentiel visuel plus ou moins fonctionnel, ça arrive qu'on se pose la question, en effet, de le faire passer au braille ou ne pas le faire passer au braille. Donc, c'est toujours une décision qui est difficile et complexe. Et je dirais que l'apprentissage du noir est quand même utile parce qu'il peut servir dans le quotidien. Après, par rapport à l'apprentissage du braille, c'est vrai qu'on peut avoir des réticences, que ce soit des parents, des professionnels qui entourent la personne déficiente visuelle, et, enfin, voilà, et de la personne elle-même. Il faut vraiment qu'elle soit demandeuse d'apprendre le braille pour que ça puisse se faire de manière facile. Donc, le passage au braille demande un apprentissage nécessaire. Chez nous, les enseignants vous disent clairement, si je dois faire passer cet élève en braille, eh bien, il va perdre une année scolaire avant de pouvoir maîtriser complètement le travail en braille. Donc, il demande une implication de la personne et de toutes les personnes qui l'entourent. On parle aussi des parents. Pour le moment, nous avons tout un groupe de réflexion par rapport aux parents, de savoir comment les impliquer dans cette formation et et essayer de les motiver pour aider leurs enfants aussi à communiquer en braille. Les prérequis. Donc, les prérequis, eh bien, chez nous, ils sont principalement travaillés chez les petits, bien sûr. Ça se fait de manière tout à fait spontanée dans les classes avec les jeunes enfants. Alors, on a aussi la difficulté des jeunes qui apprennent le braille plus tardivement. Hein. Mais ce qui est indispensable quand même, c'est la connaissance du schéma corporel et aussi la bonne connaissance de ses mains. Il faut évidemment avoir un bon toucher. Alors ici, j'ai mis quand même les symboles tridimensionnels parce que c'est vrai que souvent, on donne des symboles pour chacun des enfants. Il y en a un qui a un petit Playmobil, il y en a un autre qui a une petite voiture, il y en a un autre qui a une chaussure. Ça développe quand même très fort tout ce qui est le toucher. Et on fait beaucoup d'exercices de motricité fine et de dextérité. La structuration spatiale, évidemment, ça c'est notre cheval de bataille dans les classes, c'est d'essayer d'avoir des espaces adaptés, rangés et structurés. C'est très important parce que un déficient visuel qui doit se déplacer dans une classe a besoin quand même d'un espace très structuré. Les choses doivent très systématiquement se situer au même endroit pour qu'il puisse se retrouver.
La structuration temporelle est aussi beaucoup travaillée avec des calendriers, avec des objets aussi en 3 dimensions. Et alors le comptage jusque 6, ça c'est vrai que c'est très très important pour le passage au braille. Hop, j'ai fait trop vite. Voilà. Donc le pré-braille chez le jeune enfant, donc une nécessité pour faciliter l'apprentissage du braille, c'est qu'il soit vraiment mis dans la vie du jeune. Et c'est vrai que moi, je travaille dans une institution pour enfants sourds et aveugles. Les sourds nous parlent souvent de la culture sourde. Eh bien, nous, on a envie de parler de la culture braille parce que c'est important d'essayer de donner cette notion à l'enfant dans son quotidien. Donc ici, je vous montre quelques exemples. L'ascenseur que l'on voit tous les jours, mais aussi dans la cuisine, on essaie d'étiqueter les boîtes, de mettre des petits dimos braille. Je ne sais pas si vous connaissez le dimo, donc la matière de ces petits autocollants qu'on arrive à coller partout. Donc il existe une machine qui écrit en braille avec le dimo et qui permet facilement d'adapter le quotidien des jeunes. Donc il est beaucoup travaillé chez les petits. On essaie de le développer le maximum dans le quotidien. Ce que j'avais aussi envie de soulever, c'est que quand on lit un livre en braille avec l'enfant, c'est important aussi de le manipuler, de le prêter pour qu'il puisse le tenir dans tous les sens, pour qu'il puisse savoir ce que c'est qu'une page, tourner la page, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. On essaie aussi, nous sommes en train de travailler donc sur une grille d'évaluation visuelle pour le passage au braille, visuel et autres. Alors, les outils que nous utilisons le plus, donc il y en a 4 que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, il y a ce qu'on appelle la tétrapointe. Donc, la tétrapointe, c'est comme une machine Perkins, mais disons qu'elle est plus légère et plus souple. Et elle a un grand avantage, c'est qu'on peut régler l'écartement des doigts. Parce que la machine Perkins, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais l'écartement des doigts est assez important, tandis qu'avec la tétrapointe, on peut rapprocher l'écartement des doigts, ce qui nous permet de travailler avec des enfants qui ont des mains plus petites. Alors, la Mountbatten, donc ça c'est une machine que nous possédons aussi, qui est en fait une machine à écrire électronique. Donc là, par contre, au niveau du bruit, elle n'a pas fait beaucoup d'efforts parce que ça fait quand même beaucoup de bruit. Donc, elle est considérée en fait comme une embosseuse. Et les embosseuses braille, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de bruit. Voilà, elle possède un retour vocal qui peut être parfois motivant dans l'apprentissage, mais ça arrive souvent que quand on travaille le braille avec l'enfant, on coupe la synthèse vocale. Et donc, on l'utilise beaucoup chez les petits enfants, mais elle est peu transportable et elle est fragile. Alors, le matériel que nous utilisons beaucoup maintenant, donc c'est ce qu'on appelle le preneur de notes ou un bloc-notes braille. Alors, le preneur de notes ou un bloc-notes braille, c'est un ordinateur. Donc, il a une mémoire, il peut stocker beaucoup d'informations. Donc, il existe plusieurs marques de produits différents de preneurs de notes. En général, on en présente 2 au patient et c'est lui qui choisit celui qu'il préfère au niveau de la manipulation et du toucher braille. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'influence quand même beaucoup sur le même preneur de notes qui s'appelle le Braille Note Touch parce que ça nous a permis dans l'institution d'avoir le même matériel pour plusieurs enfants et de former le personnel à ce matériel-là. Et quand l'enfant passe d'une classe à l'autre, c'est plus facile pour les enseignants et pour les personnes qui accompagnent l'enfant. Voilà, on organise d'ailleurs des petits stages avec les enfants pour les stimuler, les entraîner, leur montrer que ça peut aussi servir comme outil de tous les jours. Et donc, on le préconise surtout chez les déficients visuels congénitaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a peu de références visuelles. Il y a très peu de références visuelles sur le Braille Note Touch. Donc, il fonctionne sur Android. Il est très léger et transportable. Il possède un retour vocal. Il a accès à Internet. Il possède un répertoire et un agenda. Et il peut se mettre aussi, ce que je n'ai pas noté ici sur mon PowerPoint, c'est qu'il peut être mis en Bluetooth avec un ordinateur normal et donc ne servir que de barrette braille.
Alors, l'ordinateur avec la barrette braille ou la plage braille, donc, fonctionne avec un ordinateur, qu'il soit portable ou fixe. Donc, il nécessite un logiciel de relecture d'écran. Donc, c'est le logiciel dont Martine a parlé. Donc, il y a le Zoom Text, mais il y a le JAWS, il y a encore le Fusion, le NVDA. Moi, je veux dire qu'on ne le pousse pas trop pour les déficients visuels parce que sur Internet, il est quand même beaucoup moins fiable que le JAWS. Donc, les barrettes braille, elles peuvent se présenter sous forme de 8 cellules braille. Donc, il y a 8 points braille l'un à côté de l'autre, mais il peut aller jusqu'à 80 cellules braille. Nous utilisons plus régulièrement des barrettes braille avec 40 cellules. Je pense que le prix de ces barrettes braille induisent notre choix à 40 cellules. On trouve que c'est déjà pas mal au niveau du travail. Et il nécessite bien sûr l'apprentissage du clavier AZERTY, ainsi que beaucoup de raccourcis clavier. Les raccourcis clavier facilitent quand même grandement le matériel et l'utilisation de ce matériel. Voilà, alors il est plus facile pour les personnes voyantes d'aider un déficient visuel avec une barrette braille qu'avec un preneur de notes. Et donc, nous, on le préconise chez les adolescents et les adultes avec un apprentissage tardif du braille parce que ça permet quand même d'avoir une référence visuelle si nécessaire. Donc, ce que je voulais soulever aussi, c'est que l'enfant non ou malvoyant présente des particularités de développement et non un développement particulier, donc, comme a dit M. Portalier en 2014. Dans les cas cliniques que je voulais vous présenter, donc il y a plusieurs enfants. Donc, R est un enfant non-voyant suite à une dysplasie rétinienne avec un décollement de rétine bilatéral dès la naissance ou après quelques mois à la naissance. Donc, on a fait beaucoup de pré-braille avec lui en maternelle. Donc, il a bien appris les lettres, les syllabes et ensuite les mots et les phrases. Il a déjà une excellente orthographe alors qu'il n'a jamais que 9 ans. Donc, il possède un preneur de notes depuis l'âge de 7 ans. Et je dirais que les difficultés pour ce petit garçon, c'est de retrouver, en effet, de pouvoir bien mettre ses doigts sur les points braille. Donc, on a mis des petits repères tactiles sur ces 6 points braille pour qu'il arrive à bien repérer et mettre ses index au bon endroit. Mais il faut savoir que c'est un enfant qui a beaucoup de difficultés à s'orienter dans l'espace. Et donc, il travaille aussi beaucoup en orientation mobilité avec mes collègues. Malgré cela, il est très motivé et il progresse très très bien à l'école depuis qu'il a son matériel. C'est super. Alors, on a plusieurs fratries et nous, ça c'est assez spécifique, je pense, à des écoles comme la nôtre. Donc, on a ici 2 sœurs donc, qui ont une pathologie visuelle dégénérative. Elles apprennent le braille pratiquement en même temps. Et il est clair que la petite connaît mieux le braille que sa grande sœur. Donc, la plus petite possède donc un braille no touch. Et malgré les difficultés d'apprentissage qu'elle peut avoir, elle évolue quand même bien avec son appareil. Mais c'est vrai qu'elle vient de passer à l'école secondaire et mes inquiétudes, en effet, c'est qu'elle puisse continuer son apprentissage braille parce qu'elle ne l'a pas complètement acquis et le tactile n'est pas si simple pour elle. Donc voilà, j'espère que tous les professeurs qui vont la suivre vont pouvoir l'aider dans ce sens-là. Alors que sa grande sœur, donc, qui a perdu la vision peut-être un peu plus tard qu'elle, possède un PC portable avec une barrette braille. Et c'est vrai qu'elle utilise beaucoup sa vision et elle laisse un peu le braille de côté. Ça, c'est un petit peu un constat que nous avons souvent à l'adolescence. Ici, j'ai aussi une autre fratrie. Donc, il y a une petite fille qui a 3 ans et un petit garçon qui a 9 ans. Donc, ils sont frères et sœurs qui sont d'origine marocaine. Le papa parle bien le français, mais ne peut pas le lire, et la maman connaît très peu le français. Elle semble le comprendre, mais on n'est pas tout à fait sûr. Donc, ils ont tous les 2 un glaucome congénital, et le grand frère voit bien mieux que sa petite sœur, puisque la petite sœur compte les doigts à 1 mètre avec un champ visuel inférieur à 10 degrés. Elle peut reconnaître les couleurs, mais elle ne repère pas un dessin, même s'il est bien contrasté. Donc, la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, j'assistais à la lecture d'un livre dans la classe de cette petite fille. Et c'est vrai que l'institutrice insistait sur la connaissance des couleurs. Elle reconnaissait le rouge, le vert, le bleu,
sans problème, mais elle ne pouvait jamais repérer le petit lapin qui était dessiné et qui avait la bouche toute rouge parce qu'il mangeait des fraises et des cerises. Donc, le matériel qu'on va envisager, parce qu'on n'a pas encore commencé vraiment de travailler avec elle en braille, c'est qu'on va lui proposer une tétrapoint et puis un preneur de notes. Par contre, son grand frère a une vision nulle, non nihil à l'œil gauche, et son œil droit, il a quand même une possibilité visuelle avec un grossissement de 6 fois. Il arrive quand même à apprendre à lire. Et son institutrice hésite vraiment beaucoup à le faire passer au braille parce que sa lecture évolue bien. Malheureusement, le constat, c'est qu'on voit que son écriture est illisible. Donc, on lui donne des cours de dactylo maintenant depuis 2 ans, mais à raison d'une séance par semaine. Donc, pour lui, je pense qu'on va mettre plus un PC portable avec une barrette braille, ce qui lui permettra quand même de se repérer sur son écran et de lire en braille sur sa barrette. Et comme dernier exemple, j'ai pris un adolescent donc, qui nous est arrivé il n'y a pas si longtemps, qui a une atteinte au niveau de la vision centrale avec une grosse diminution de la vision à l'âge de 12 ans. Maintenant, il a besoin d'un grossissement de 8 fois, donc ce qui correspond à l'Arial 72, c'est très très grand. Donc on lui a appris le braille pendant 1 an, et on l'a équipé avec un PC portable et une barrette braille. Depuis, donc, il a quand même choisi son option. Donc, il est dans la section travaux de bureau et il a énormément de cours d'informatique toutes les semaines. Le constat, c'est qu'il n'utilise presque pas sa barrette braille et qu'il s'aide énormément de sa synthèse vocale. Voilà, il a besoin d'aide dans ses déplacements dans les milieux inconnus. Et encore, il n'accepte pas tout à fait la canne blanche que mes collègues lui ont proposée. C'est pour dire que l'acceptation de la déficience visuelle est quand même très complexe encore pour lui. En conclusion, donc, pour moi, le braille doit être appris le plus rapidement possible dès le plus jeune âge. Et on essaie de parler de la culture braille. Le braille appris à l'adolescence peut être très compliqué, il doit être expliqué, intégré par le jeune et par sa famille. Il faut bien démystifier le braille auprès des professionnels et des parents parce que c'est assez simple comme manière de communiquer et ça s'apprend relativement facilement pour les voyants comme nous. Mais c'est vrai que pour l'enfant qui doit lire avec ses doigts, ça demande quand même une gymnastique très complexe. Donc le choix du matériel se fait. Donc, c'est comme pour l'exposé de Martine, donc en fonction des différentes étapes de la vie. Et il faut savoir en effet que le GSM pallie à beaucoup de fonctions. Voilà. Pour moi, c'est quand même toujours important de jumeler le noir et le braille si le potentiel visuel reste fonctionnel.